2 et Lila, t'auras ton micro. Donc, bonjour à vous 5. Merci d'être présents pour cette seconde édition du Mondia Pop-Up Show. Donc là, c'est exceptionnel pour nous puisque d'habitude, on a entre 2 et 3 invités comédiens. Et là, vous êtes 5. Donc, merci de votre présence. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la petite conférence. Je vais vous embêter avec des petites questions et après, on va passer à la suite avec le public qui attend depuis un petit moment de vous poser des questions. Alors, avant toute chose, étant donné qu'on est beaucoup, je vais vous laisser faire une petite présentation de vous-même, en commençant par Carole et en finissant par toi, Adeline. Yes. Très sympa. Bon merci Idriss. Je t'en prie. Alors moi, c'est Carole Bayen, donc je suis ravie d'être là, de vous voir, d'être là avec mes copains, mes copines. Et je suis entre autres la voix de Naruto, dans tous les Naruto. Mais oui. Ah bon? Bah oui. D'ailleurs, oui, j'ai pas eu mes ramen. Donc, il fait bien frais ici. J'espère que vous avez chaud dans le cœur, ou c'est le cas. Je fais plein d'autres personnages, que vous connaissez sans doute. Bloom dans les Wings, Mabel Pines dans les Mystères de Gravity Falls. Sissi et Nicolas dans Code Lyoko, etc. Voilà. Et puis je serais ravie d'entendre vos questions. Je passe à Olivier le micro. Merci à toi. Merci. Salut tout le monde, moi c'est Olivier Prémel. Je suis comédien également. J'ai fait pas mal de trucs, mais les plus connus peut-être c'est Takemichi dans Tokyo Revengers. Et les Chevaliers du Zodiac, j'ai fait Pokémon, Inazuma aussi, pas mal de trucs. Mais on va le découvrir au fur et à mesure, je pense. Et je pense que c'est à toi. Bonjour, moi je m'appelle Lila Lacombe, voilà. J'ai fait Anya dans Spy Family, j'ai fait Rebecca dans Cyberpunk, j'ai fait Cayetana dans Elite, Amber Goda dans God of War, Impa dans Zelda Hyrule Warrior. Et voilà, en gros, je fais aussi un petit peu les réseaux sociaux à côté. Voilà. À toi, Enzo. Salut tout le monde, salut Idriss. Hello. Alors, vous me connaissez parce que je prête ma voix au personnage de Tanjiro dans Demon Slayer, aussi dans King, dans Seven Deadly Sins. Je suis aussi dans Elite. Ah, c'est vrai? Ouais, je suis aussi dans Elite. Je fais Patrick. Et plein d'autres animés, séries et films. Et voilà, maintenant je vais laisser ce micro à la grande Adeline Chetaille. Pourquoi tu dis la grande? Alors, bonjour, je m'appelle Adeline Chetaille et je fais la voix notamment de Zelda dans Breath of the Wild et Hyrule Warriors, et aussi Ellie dans The Last of Us, Yor dans Spy Family, on en a parlé, Elisabeth dans Seven Deadly Sins et d'autres personnages, voilà, un peu à droite à gauche, on va dire. Merci à vous 5. Je vais éviter le fou rire. N'est-ce pas, Lila? C'est pas de ma faute. En fait, dès que je regarde Idriss, il me trouve très drôle. Voilà. Donc, malgré moi, je fais rire absolument tout le monde. Voilà. Et donc, il peut pas. À chaque fois qu'on est ensemble en convention, il rigole. Je suis désolée. Je fais rien pourtant, mais voilà. Alors, du coup, je vais commencer par la première question. Du coup, il regarde sa feuille. Du coup, Adeline, tu vas garder la main. Et c'est une question générale. Donc, ma première question est la suivante. Donc, comment êtes-vous devenu comédien et de quelle manière en êtes-vous venu au doublage? Alors, pour ma part, j'ai commencé à l'âge de 7 ans dans notamment un film que vous connaissez peut-être, ou en tout cas que vos parents connaissent, Forrest Gump, où je faisais la petite fille qui criait « Cours, Forrest, cours !» Voilà. Et ça a été un de mes premiers doublages. Et toute ma vie, j'ai continué. Donc, j'ai fait aussi, quand j'étais un petit peu plus jeune, des films de Miyazaki, comme Kiki la petite sorcière, ou High School Musical, et j'ai continué, voilà, pour toujours. Il n'y a pas eu de choix de carrière, ça s'est imposé à moi, et ça a toujours été un plaisir et une vraie passion. Merci à toi. Enzo, à ton tour. Alors, moi j'ai commencé aussi très jeune dans la comédie musicale du Roi Lion, donc au Théâtre Mogador. Donc je faisais le petit Simba. Et donc j'ai continué dans le chant. J'ai fait plusieurs émissions de télé. Et on m'a dit « Ah bah Enzo, t'as une voix sympathique. Est-ce que t'aimerais essayer le doublage ?»
J'ai dit ok, juste pour le fun par contre, de temps en temps. Et en fait, j'ai été piégé, je suis tombé amoureux de ce métier. Et j'ai continué, et c'est devenu donc mon métier. Donc voilà pourquoi je suis ici. Merci à toi. Et moi, en fait, j'étais comédienne, actrice de cinéma et télévision. Et quand on fait ce métier-là, en fait, il faut faire un certain nombre de cachets pour avoir le statut d'intermittent du spectacle. Et je n'arrivais pas à faire mes heures. Et en fait, j'ai cherché des métiers qui pouvaient m'aider peut-être à avoir le statut. Et j'ai eu l'idée de faire du doublage. Et j'ai rencontré Dorothée Pousseau, qui est devenue une de mes meilleures amies. Et c'est grâce à elle que je fais ça aujourd'hui. Voilà. Et ça fait 7 ans maintenant. Merci Lila. Merci Idriss, merci à toi. Je t'en prie. Du coup, ouais, moi c'est un peu différent. Moi j'ai commencé plutôt super tard en fait. Et moi j'ai fait pas mal de trucs avant d'être comédien. Et j'ai commencé vraiment le théâtre quand j'avais 23 ans, 24 ans je crois. Enfin, c'est pas vieux, mais j'ai commencé dans le perso quand même, moi trop pas. Et donc du coup voilà, ça s'est fait un peu comme ça. J'ai fait pas mal de choses. Et puis le doublage, je suis allé voir parce que ça m'intéressait un peu. Et puis c'est allé assez vite. J'ai eu le premier perso que j'ai chopé en casting, c'était Darren Lachance dans Inazuma. Et puis après ça a fait assez vite. J'ai très vite beaucoup travaillé et voilà. Carole Bayen, qu'est-ce que vous en pensez? Mais fort bien, jeune homme, fort bien. Bon alors moi je suis la doyenne, me semble-t-il. Moi j'ai commencé par le théâtre et puis un tout petit peu de cinéma. Et depuis l'enfance, j'adore l'univers du dessin animé. Mon papa faisait beaucoup d'imitations. Et je me disais, tiens, j'aimerais bien un jour voir les coulisses de tout ça. Mais ça restait quelque chose comme ça d'un peu vague et un peu magique. Et j'aimais bien garder ce côté magique, en fait. Et puis, j'ai rencontré des personnes sur ma route qui m'ont dit, ah tiens, tu viendrais pas un peu en studio regarder comment ça se passe? Je me dis, non, oui, regardez un petit peu. Et puis voilà, on m'a fait faire des essais sur un personnage. Et j'ai mis le pied à l'étrier. Puis voilà, j'ai pas arrêté. Et ça fait quand même quelques décennies. Donc voilà. Merci. Et c'est une passion, j'adore ça. Et ouais, ça me fait plaisir d'en faire. Et puis de continuer également le métier de comédienne en dehors du doublage. Hein, donc en tant que comédien, on a une fourchette, une palette, et on peut faire un peu de différentes choses. Merci Carole. Du coup, Carole, tu vas garder la main. D'accord. Puisque je vais continuer mes petites questions. Que ce soit dans les séries d'animation japonaises ou dans les jeux vidéo, vous avez tous les 5 un super beau panel, et bravo à vous, sur des personnages phares de la télé, du manga et autres. Est-ce que vous vous rendez compte de justement cet engouement de personnes qui sont fans de vous, qui vous regardent et même qui vous écrivent? Et je te regarde toi en particulier, Lila. Donc voilà. Moi, pour le coup... Surtout avec Naruto. Oui, voilà. Mais en fait, c'est venu... Avec Naruto, ça a été quelque chose d'assez croissant, enfin progressif. C'est pas comme si tout d'un coup, c'était une grosse vague. J'ai grandi avec le personnage et puis avec la série qui a pris son impact. Il y avait déjà la version qui était lue, qui avait déjà son succès, en effet. C'est ça. Puis l'animé, c'est venu progressivement. Donc oui, l'engouement est toujours impressionnant, la passion des gens, l'investissement même qu'ils ont dans leur quotidien par rapport à certaines séries, certains personnages, certains univers, les réseaux sociaux. Donc on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, hein, et c'est vraiment touchant de voir l'impact que tout ça a et de notre travail, de notre créativité parce qu'en effet, en tout cas dans mon cadre, dans le cadre de Naruto dont tu parlais, la création originale est japonaise. Avec la version française, donc on fait quelque chose, mais on se dit qu'on va être un petit peu peut-être moins... les gens sont très fans d'une version originale quand c'est la première qu'ils ont connue, qu'ils ont découverte. En tout cas, c'est le cas de la version Naruto. Et je me suis dit, est-ce que la version française va prendre? Et donc voilà, la magie a opéré. Et c'est fabuleux, les retours sont fabuleux. Voilà. Et je le confirme. Olivier, je sais pas, parce que je passe la main. Hein, c'est oui, oui. C'est chaise musicale, c'est ça. Voilà. Oui, oui. Ah, d'accord. Ce que je trouve marrant avec ça, c'est qu'en fait, à la base, quand tu fais du doublage, c'est quand même pas mal un métier de l'ombre, je trouve. Enfin, t'es quand même là pour servir la voix de quelqu'un qui fait la voix originale. Enfin voilà.
Donc du coup, tu te rends pas trop compte de ça. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression que ça fait quelques années, en tout cas au niveau de l'animé, que ça a vraiment fait un boom. Enfin, tu vois, sur TikTok, les machins, les redoublages et ce genre de trucs, les retakes, etc. Mais avant, il y a quelques années, pour moi c'était assez invisible. Et donc c'est vrai que du coup, via les réseaux sociaux, via les conventions, c'est vrai que tu te rends vraiment compte des fois de l'impact que ça peut avoir. Et c'est cool de rencontrer les gens, de dire ah, j'ai fait un boulot qui est peut-être pas si mal. Voilà, c'est chouette quoi. Notamment toi qui fais la voix d'un héros, le héros de Tokyo Revenger, qui en ce moment a une hype énorme. Takemichi, ouais. Donc ouais. C'est vrai que c'est surtout pour celui-là aussi que moi ça a commencé à faire un peu de bruit quoi. Enfin avant il y avait la Casa des Papel aussi, mais oui. Pareil, dans la même chose, on a commencé à doubler ça, on n'avait aucune idée que ça popperait comme ça. Enfin c'était une série comme une autre. On faisait plein de séries Netflix, et puis d'un coup tu te rends compte que c'est un peu la série de l'année. Mais c'est du hasard, quoi. C'est assez rigolo, quoi. Merci Olivier. Oui, je suis assez d'accord avec tout ça. Après, c'est vrai que c'est assez difficile de se rendre compte, en fait, au final, du nombre de gens que ça touche, tant qu'on les a pas rencontrés. Et c'est là aussi où c'est super intéressant de vous rencontrer en convention ou sur Internet, sur les réseaux, dans les messages privés ou en live, ou ces choses-là, parce qu'on peut du coup vraiment se rencontrer. Sinon, on n'a pas forcément idée. Après, c'est vrai que moi, je suis pas la mieux placée pour savoir à quel point ça a changé, entre guillemets, parce que comme justement, ça fait que 7 ans que j'en fais, c'était déjà un peu hype en vrai de faire du doublage quand j'ai commencé à ce moment-là. Surtout que toi, comme tu le disais, tu as la double casquette un peu, tu as les réseaux sociaux avec TikTok, exactement, ouais. Avec Instagram, et du coup, comment ça se passe avec eux en privé, en MP, comme on dit? Comment ça se passe? J'essaie de répondre au maximum à tous les messages que je reçois. Ce qui est pas facile. Après, là où je suis la plus active et où je réponds le mieux, et certains peut-être qui sont là le savent, c'est en live en fait quand on m'envoie des commentaires et que je réponds aux gens, quoi. Mais cet hiver justement, j'avais fait tout un truc où en fait j'ai envoyé 50 lettres justement aux 50 premières personnes qui s'abonnaient sur mes lives, et justement 50 personnes, rien que ça déjà. En termes de courrier et tout, c'était énorme à écrire. Et je me suis vraiment rendu compte et je me suis dit, en fait, les chiffres, c'est pas du tout ce qu'on imagine, quoi. Quand on les voit, on se rend plus compte de ce que ça représente en vrai. Voilà. Merci Lilo. Alors, moi, j'ai pu voir l'évolution de l'animé. Surtout l'évolution des VF. Car il y avait toujours ce débat VF-VO. Que je trouve qui est moins important maintenant aujourd'hui. C'est vrai. Je trouve que les comédiens sont même plus récompensés de leur travail. Et je trouve ça très bien parce que c'est vrai que moi j'étais déjà un grand fan d'animé. Donc je peux comprendre cet engouement sur ça. Et j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va continuer sur ce chemin parce que il n'y aura que succès et réussite pour tout le monde, pour les animés, pour les VF et pour vous qui regardez ces VF ou VO bien sûr, parce que même moi je regarde en VO, sachez-le. Donc voilà. Surtout, je parle sous votre contrôle, à vous tous. Avant la VF, il fallait attendre 1 an pour la voir. Aujourd'hui, c'est différent. Surtout avec les différentes plateformes. Là, on attend bien moins longtemps. N'est-ce pas, Enzo? C'est vrai. Ils ont fait beaucoup de travail. Tout le monde a fait. Les équipes, ils se sont vraiment très bien débrouillés pour pouvoir vous proposer des VF en simuldub. Donc le simuldub est arrivé. Les comédiens ont joué le jeu aussi. Parce que c'est vrai que c'est différent. Quand on a Lila qui est overbookée ou Adeline qui est overbookée tout le temps sur plusieurs projets, on leur dit ouais mais tu dois être là tous les lundis, tu dois bosser parce que sinon l'épisode sort pas. Mais il faut que les comédiens ils jouent le jeu. Donc c'est là où ça devient compliqué. Mais voilà, c'est pour ça qu'on travaille sur les castings, sur ça, et ça marche bien. Parfois il faut apprendre, on se trompe, on essaye, on fait. Mais ça ne fait qu'avancer et améliorer CVF. Merci à toi, Enzo. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à ajouter après tout ça? Je me le demande. J'ai vu l'évolution et j'ai surtout compris personnellement à quel point l'avis du public était important et que les voix marquaient les gens.
quand j'ai des personnes qui viennent me voir en convention et qui se mettent à pleurer, ça me touche énormément, je pleure aussi. Et j'ai énormément de respect justement pour ces personnes. Pour moi, c'est très très important d'offrir la meilleure VF possible, la meilleure chose possible pour qu'ils puissent apprécier toutes les œuvres. Voilà, donc je mets toujours tout mon cœur dans tous mes rôles pour cette raison, pour vous. Merci Adeline. Adeline, présidente. On va passer aux questions publiques, parce qu'après Oui. je vais être gourmand, je vais poser une j'adore les cinquième, questions une du public. sixième. Donc du coup, Salim, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser mon micro, d'accord? Et du coup, voilà, ne soyez pas timide. On a Japan Pop Show, un panel magnifique de 5 comédiens, donc n'hésitez pas, profitez-en. À tout de suite. Alors c'est comme à l'école, on lève le doigt, prénom et question. Ah, voilà. Eh ben ça commence bien. Au milieu, avec madame. Bonjour, j'ai une petite question pour Carole du coup. Bonjour Carole. Bonjour, bonjour. Alors ma question c'est concernant Naruto au global avec Boruto. Quelle est la scène la plus émouvante que vous avez pu faire? Tu voulais dire Naruto dans Boruto? Tout Naruto. Bah écoute, on va commencer par la fin. Il y en a une dernièrement, enfin en septembre, qu'on a enregistrée, qui m'a beaucoup touchée dans Boruto. Voilà, quand il y a... Tu peux dire le nom qui décède. Voilà. Je sais pas si... C'est un gros spoiler là. Voilà, je peux pas spoiler, mais bon, voilà, il y a eu un moment très très émouvant, très triste. Alors la dame dit ouais, toi t'es une dure, tu t'en ficheras, t'iras. Puis alors je commence à doubler la scène, je fais à regarder d'abord la scène puis à la doubler. Et j'avoue que j'ai les larmes qui ont coulé, quoi. Voilà. Donc par exemple à ce moment-là. Puis il y a également Naruto. Dans Naruto, il y a énormément de passages. Il y en a beaucoup qui sont émouvants puisqu'il parle en effet, il est toujours avec ses émotions, ses sentiments, ses bons sentiments, puis ses déceptions aussi, ou bien ses découvertes quant à ses parents. Les moments avec Hinata aussi. Avec Sasuke, il y a énormément de bons moments. Donc je peux pas t'en dire un comme ça, mais voilà. Merci. Très bien, on va passer à une autre question. Bonjour. C'est une question, du coup, vous cinq techniquement. Si vous préférez doubler quelqu'un de gentil ou quelqu'un de méchant? Est-ce que vous avez la différence? Ouais, est-ce que vous préférez doubler quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui vraiment a explosé de vous? Je peux répondre si vous voulez en premier. J'ai doublé pendant très longtemps des jeunes premières, très lisses, très douces. Et puis tout d'un coup, j'ai eu aussi accès à des rôles plus intéressants, à mon sens, avec des personnages un peu plus profonds et voire méchants. Et je les trouve personnellement plus riches et plus intéressants. À tel point que j'en ai fait tellement qu'aujourd'hui, revenir à quelqu'un de trop gentil, parfois c'est un peu difficile pour moi. Mais ce qui est intéressant justement, c'est la diversité. Donc je ne pourrais pas évidemment choisir, je ne peux pas te dire j'ai envie de faire que des rôles comme ci ou comme ça. Ce que j'aime pouvoir faire, c'est m'adapter à chaque fois, c'est l'essence personnellement de mon métier, c'est de changer de rôle, de changer de peau à chaque personnage. Mais en effet, les personnages un peu fous ou un peu méchants sont parfois plus intéressants, à mon sens. Ouais, tu as tout dit. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai, on est comédien, donc on doit pouvoir jouer à peu près tout, normalement, et tu dois prendre plaisir sur chaque rôle. Donc c'est vrai qu'après, quand tu as un personnage un peu fou, tu vas t'amuser beaucoup plus, parce qu'on va rigoler en studio, tu vas faire un peu plus n'importe quoi, tu vas aller chercher ton personnage, tu vas creuser. Mais quand tu fais un héros, pareil, tu vas être dans sa peau. Il faut te sentir héros et c'est bien aussi. Moi j'aime beaucoup sauver des gens parce que voilà, je peux pas. Voilà quoi, je ne vole pas.
Mais voilà, c'est cool, tout est cool. Moi j'aime bien tout faire, mais je préfère les gentils, moi. Voilà, comme dans la vie, je préfère les gentils. Du coup, j'aime bien faire les filles sympas. Après, mes rôles préférés, au-delà de gentils méchants, par contre, les personnages qui sont des fois loin de moi dans leur caractère, mais qui sont assez proches dans mes valeurs quand même, c'est par contre ceux-là plus souvent mes préférés. J'aime bien aller chercher un truc qui est moins moi, effectivement. Mais oui, tout est drôle à faire quand c'est bien accompagné. Et ouais. Voilà. Après, il y a des rôles moi, que je préfère aussi à d'autres et des rôles où je suis un peu moins à l'aise. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai dû faire un produit dont je n'ai pas le droit de dire le nom et je ne dirai pas ce que c'est, parce que ça n'est pas sorti. Mais mon personnage a beaucoup de scènes d'adultes à faire. J'avoue que ces scènes-là, je suis un peu moins à l'aise et de base, ça me fait un peu moins rire de le faire en fait que d'autres trucs, quoi. Mais j'ai travaillé avec Enzo sur ce projet. Et en fait, on a tellement rigolé et on a tellement vu ça justement comme se transformer, jouer un rôle, s'amuser et être autre chose que ce qu'on est, que du coup, c'était trop bien. Et tu étais parfaite. Et en vrai, j'adore et voilà. Merci Enzo. Voilà. Alors déjà, ouais, moi je pense que dans la vraie vie, je suis plutôt gentil. Donc, je dis ça comme ça. Mais et du coup, je trouve que les méchants, c'est quand même souvent très très sympa à faire quand même. Les gentils ont tendance à être peut-être un peu plus lisses, mais voilà, disons que tu peux plus t'amuser sur un méchant de temps en temps. Mais ce qui est cool, je suis d'accord, c'est la diversité surtout. C'est de pouvoir passer de... Quand le matin, tu as un perso qui est très lisse et que l'après-midi, tu peux te lâcher sur une espèce d'enfoiré comme ça, c'est quand même très sympa. Et sans parler de gentils, méchants, je dirais aussi qu'il y a des persos qui sont plus chouettes à faire. Je sais que moi, j'ai souvent, sur des séries, j'ai souvent eu des persos, je faisais un peu le rigolo. Et souvent, j'étais quand même assez content parce que parfois le héros est quand même très lisse. Et c'est assez cool de faire le sidekick à côté qui fait les blagues tout le temps. Voilà, ça c'est sympa aussi, sans parler de méchants gentils. Mais voilà, mais de toute façon, la diversité, c'est quand même ce qui fait que tu arrives à te nourrir et à faire des choses un peu nouvelles. Voilà. Tu t'enfermes pas dans un rôle. Qu'en penses-tu, Carole? Je vais faire ça à chaque fois. Mais très bien, mon cher jeune homme. Écoutez, moi je rejoins un petit peu ce qui s'est dit, hein. Même pas un petit peu, beaucoup ce qui s'est dit. Après, je pense aussi que les personnages, c'est une chose, et puis il y a la façon dont c'est écrit, les situations à jouer, l'histoire qui va compter. En effet, les personnages gentils vont avoir ce côté parfois plus lisse ou plus attendu dans les émotions. Et quelqu'un d'un peu barjot, que ce soit dans un animé par exemple, on en parlait, Mabel Pines dans Les Mystères de Gravity Falls, c'est un régal quoi, elle passe d'une chose à l'autre, elle est complètement inattendue. Même moi je suis surprise, je suis au micro et puis là, mais non, elle va pas oser dire ça. Donc il y a un petit côté surprise et plus rigolo, on va dire, plus barge, plus décalé, qui nous met un petit peu en danger aussi. Donc voilà, je dirais que les rôles gentils nous mettent peut-être un petit peu moins en danger. Mais ça peut se discuter, parce que du coup on peut s'endormir et aller un peu à une facilité. Donc aller chercher les fêlures, les brèches, même dans un personnage plus lisse, va donner justement une profondeur et un travail plus riche. Donc voilà, tu vois, ça dépend comment tu vas l'aborder, et ce que c'est comme film ou comme série, comment ça a été écrit et comment on te dirige aussi. Parce que la façon dont on va te diriger vers un travail... va avoir énormément d'impact. Toi, tu peux proposer en tant que comédien des choses, mais voilà, c'est la façon dont on va te diriger aussi qui va jouer beaucoup. Voilà. Alors, je vais reprendre la parole. Je fais une petite parenthèse. Alors, pour tous les fumeurs, il y a une zone fumeur qui est dédiée. Il y a un fumoir qui est dédié justement dans l'autre hall. Donc, pas besoin d'aller au froid. Vous pouvez aller directement dans la zone fumeur. Voilà. Merci. On est ravis de le savoir. Ouais. Ah oui, une autre question. Donc pour les non-fumeurs. Bonjour. Bonjour. C'est pour Adeline. J'ai une petite question, forcément. C'est si tu pouvais parler à toi à 7 ans, quand tu commençais, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, qu'est-ce que je lui dirais sur le côté professionnel? Oui. Oui.
Eh ben, je ne sais pas si j'aurais quelque chose à lui dire. C'est une question assez intéressante. Tu me prends au dépourvu. On ne l'a jamais posé cette question. Je lui conseillerais de prendre un petit peu moins les choses au sérieux. Parce que pendant très longtemps, j'ai été très sérieuse, j'étais très concentrée et du coup, je paraissais peut-être un peu fermée quand j'arrivais en studio. Peut-être que j'avais peut-être l'air prétentieuse. Quelqu'un me l'a dit un jour. Donc, je lui conseillerais de s'intéresser un peu plus aux gens et un peu moins au travail. Voilà, tout simplement. Mais ça me tenait très à cœur de faire très bien mon travail. Et j'avais pas forcément compris qu'au-delà du travail, il y avait aussi le côté sociabilité qui pouvait être important. Mais ça, c'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde et dans tous les métiers, je pense. Merci. C'est le meilleur conseil. Oui, bonjour, j'aurais une question pour Adeline. Désolé, c'est la deuxième d'affilée, mais j'aimerais savoir si il vous arrive de jouer aux jeux vidéo dans lesquels vous incarnez un personnage en doublage. Et si oui, qu'est-ce que ça vous fait? Alors, je suis pas du tout joueuse, mais j'ai mon conjoint qui est un gros gamer. Et je prends énormément de plaisir à regarder en fait le jeu à côté de lui. Ça m'est aussi arrivé de regarder des streamers en let's play, notamment Zelda. Quand Zelda est sorti, j'ai regardé tout de suite Sifano, je crois, qui faisait le let's play, pour me rendre compte du projet fini. Donc, et qu'est-ce que ça me fait? Je suis très critique, je suis énormément critique. Par exemple, alors c'est pas du tout du gaming, mais quand Arcane est sorti, j'avais tellement de pression, j'avais tellement peur que je me suis précipitée pour regarder la version française et évidemment énormément me critiquer. Et puis finalement, c'est quand je viens ici et que j'ai des retours merveilleux que je me rassure. D'accord, merci beaucoup. Moi j'avais une question pour Olivier. Vous qui aurez voulu jouer un méchant, quoi, qu'est-ce que ça fait de jouer Takemichi dans Tokyo Revenger? Il est plutôt pleurnichard. Qu'est-ce que ça fait de jouer un gentil du coup? C'est ça que tu veux dire? Un gentil plutôt pleurnichard quand même. Dans Tokyo Revenger. Gentil pleurnicheur, j'ai bien compris, non, je faisais semblant de ne pas entendre. Je trouve qu'il pleure pour des bonnes raisons déjà, petit 1. Je pense qu'il n'a pas une vie facile, donc j'aimerais qu'on arrête avec ça. Il a des problèmes comme tout le monde. Non, écoute, je sais pas trop en fait. Qu'est-ce que ça m'a fait par rapport vraiment à son caractère, tu veux dire, de prendre quelqu'un qui a l'air un peu faible comme ça? Bah, c'est plutôt le doublage. Doubler quelqu'un de pleurnichard, est-ce que c'est... Bah écoute, ça n'a pas de particularité, en tout cas je me dis, ça m'a rien fait de spécial par rapport à d'autres projets ou quoi. Après c'est juste que, ouais, tu sais que tu dois être en forme si tu, si tu dois pleurer pendant une demi-heure de suite, je dirais ça, mais sinon, ça m'a, non, en tout cas je l'ai pas abordé différemment d'un autre personnage ou quoi, si ce n'est que il parle énormément et que donc, voilà, c'est juste qu'effectivement tu sais que c'est un gros boulot, et qu'il faut être en forme et qu'il passe par plein d'émotions et que quand il crie très fort et très longtemps. Voilà. Mais en dehors de ça, je ne l'ai pas abordé différemment d'un autre type de perso, quoi. Voilà. Si ça répond à ta question. C'était pas du tout discret. Idriss a essayé de faire une photo discrètement, mais trop pas. Tout le monde a vu qu'il y avait un malaise, apparemment. En plus, tout le monde est moche dessus, du coup, c'est sûr. Parce qu'on est... On va passer à la prochaine question. On va prendre après. Sans surprise cette fois-ci. Prochaine question, s'il vous plaît. Ah, ça y est. Ils sont redevenus gentils. Juste là, juste devant. Est-ce qu'on pourrait avoir une imitation au choix de vous 5, de vos doublages? Ok. Link, réveille-toi. Le royaume d'Hyrule a besoin de toi. C'est à lui. Il m'aide pour mon imitation.
Concentration intégrale. Souffle de l'eau. 5e mouvement. Je sais pas. Jacques Chirac peut-être, oui. Il me dit n'importe quoi. Bonjour, je suis trop contente de vous voir et voilà, j'avais bien envie de manger des cacahuètes mais il n'y a personne qui m'en a rapporté. Si jamais quelqu'un veut bien m'en amener tout à l'heure aux dédicaces, et bah, ce serait super. Voilà. Très bon Jacques Chirac. Très bon Jacques Chirac. C'est vraiment ce que je fais de mieux. C'est vraiment, il est super. Hinata! Voilà. Qu'en pensez-vous, Carole B? Alors, un multi-clonage de bisous. Voilà, un petit mix. Et puis, J'adore mon dandinou chéri. ça c'est la petite mégole. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre La magie des wings. C'est moi, je suis une princesse, mais oui, détrompez-vous. Les apparences peuvent être trompeuses. Idriss. On attend celle d'Idriss. Il va vraiment le faire, hein. Il est en train de chercher Idriss. Un, deux, un, deux. Si vous avez des idées pour lui, sinon, je sais pas. Jacques Chirac. Écoutez. Je m'appelle Marek. Dragon et les deux rats. Attaque de destin. C'était le personnage de Marek dans Yu-Gi-Oh! Question suivante. Bonjour. Bonjour. Moi, ce que je me demandais, c'était comment vous faites pour vous mettre dans la peau de vos personnages? C'est une question générale, donc... Bah, moi, ce que j'ai fait pour Tanjiro, c'est que d'abord, bon, je l'ai écouté donc en VO. Je regarde à peu près son caractère. Ce qui m'aide énormément, c'est ses yeux. Donc, dans l'œil du personnage, en fait, dans les yeux du personnage, il te dit beaucoup de choses. Sa peur, sa joie, comment il réagit. Donc, je regarde aussi son énergie. Et ensuite, je mets ma petite touche, donc du Enzo. En même temps, j'essaie de prendre du Tanjiro. Je mélange tout ça. Je regarde la scène et je joue. Voilà comment j'attaque mes personnages. Merci. Comment tu Bah fais moi c'est un peu comme Enzo. Après c'est vrai que en fait c'est assez... j'ai jamais trop essayé d'intellectualiser le truc. En fait j'essaie de copier la VO le plus possible. Après j'ai remarqué qu'il y a un vrai changement physique. Je sais pas, au niveau de la mâchoire ou quoi, quand je prends une voix différente en fait. Ce qui fait que d'ailleurs souvent même je me trouve... la voix est cool mais en visuel c'est pas ouf quoi. Voilà. Quand je suis en train de doubler. Voilà. Mais par exemple, après, quand un personnage est triste ou quelque chose comme ça, s'il faut pleurer dans la scène par exemple, moi j'ai un peu des techniques et des tocs que j'ai attrapés au bout d'un moment pour que l'émotion elle vienne directement. Après c'est pareil en doublage, moi personnellement je sais pas comment font les autres, mais je suis jamais non plus vraiment dans l'état émotionnel parce que sinon ça devient le mien, alors que le but du doublage c'est de copier quelqu'un qui pour le coup n'est pas du tout soi en fait. Tu joues comment les pleurs? Comment je joue les pleurs? Et ben du coup, merci Enzo pour cette question. Non, en fait, par exemple, je fais ça comme j'ai des ongles, et ça m'active un petit peu. Et en fait, je triche dans la voix. Souvent, on n'a plus de souffle en fait quand on est en train de pleurer, donc j'essaie de casser un truc comme ça. Et là, j'ai l'air d'une chèvre, mais voilà, ça marche bien quand c'est en plateau et que je suis. On a tous nos techniques, quoi. C'est ça. Voilà.
Non mais je vais rebondir sur ce que disait Enzo parce qu'effectivement, enfin en animé mais encore plus en live, quand tu fais une série avec des vrais acteurs, quoi, effectivement la première chose c'est l'œil en fait. C'est un des premiers conseils qu'on m'a donné et en fait il n'y a rien de plus vrai que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as réussi à un peu absorber la technique du doublage, parce qu'au début quand tu commences tu fais que regarder la rythmo et tu as beaucoup de mal à monter à l'image. Et après quand tu as assimilé tout ça, tu regardes presque plus le texte, enfin, tu le vois arriver de loin et puis tu te concentres. Et là, quand tu commences vraiment après à te mettre vraiment dans la pupille de l'acteur, je trouve que là tu fais... Enfin, moi j'ai senti une espèce de petit gap, et là du coup t'es plus raccord. Automatiquement, dès qu'il fait une petite inflexion, quelque chose, tu le suis parce que t'es avec lui. Et donc c'est plutôt... Voilà, moi la technique, en tout cas un des trucs qui fait un peu progresser, c'est ça, de se mettre dans l'œil du... Dans l'animé c'est un peu différent, mais quand même quoi. Pour ma part, alors évidemment j'écoute l'original, s'il y a original, puisque parfois on est en création de voix, donc c'est un petit peu différent. Je vais essayer de coller, bien sûr, vocalement le plus proche possible à la personne, à ce qu'elle a joué, ses émotions. Donc je vais emmagasiner ses émotions. Mais au-delà de ça, ce qui va faire que je vais trouver ce personnage et essayer de trouver sa voix aussi, c'est que je vais imaginer sa vie. Alors soit avec les infos que j'ai, ou même avec des infos que je n'ai pas, et je vais construire mon personnage en imaginant tout ce qu'elle a pu vivre, tout ce qu'elle a pu, tout ce qui, subir, tout ce qui lui arrive, et pourquoi est-ce que à ce moment de la scène, ou dans cette façon de parler, elle va parler de cette manière-là. Donc c'est assez immédiat dans mon esprit, j'ai toute sa vie en tête, et où je l'ai imaginé, et j'essaie de retranscrire. Ce qui fait que généralement, quand il y a des scènes difficiles, des scènes de pleurs, quand il arrive quelque chose à ce personnage, qu'il soit bon ou mauvais, je suis en totale empathie avec ce personnage et je pleure. Le problème, c'est de se canaliser, parce que techniquement, quand tu pleures trop, tu ne vois plus rien. Il y a des choses qui t'échappent, donc techniquement, il faut arriver à rebaisser cette émotion. Et évidemment que ces émotions ne sont pas les miennes, puisque au moment où la scène s'arrête, au moment où je vais rentrer chez moi, je retrouve mon état normal, mais au moment d'incarner le personnage, je ressens, ou en tout cas au plus près, j'essaye de ressentir au plus près ce qu'elle peut ressentir, même si ce sont des choses qui ne me sont jamais arrivées. C'est la faculté justement du comédien d'imaginer un personnage et de se mettre dans sa peau. C'est ma technique. Oui, je rejoins tout le monde encore sur ce qui s'est dit. Alors quand tu dis en effet de ressentir, moi ce que je rajouterais, c'est de comprendre la situation. Déjà, pour pouvoir entrer dans un personnage, savoir ce qui se passe. Donc bien écouter, bien regarder ce qu'on a à faire, la situation à jouer. Et puis le personnage, en effet, le regard, comme tu disais Enzo et toi aussi Olivier, c'est vrai que le regard apporte énormément. Et puis de savoir ce que les autres disent du personnage, en fait. Quand on écoute, on n'est pas focus que sur son personnage, mais qu'on écoute, on prend le temps de bien entendre ce que les autres disent du personnage et ce qui se joue dans la situation, on nourrit également beaucoup son personnage. Donc on va avoir des éléments, des ingrédients supplémentaires. C'est comme un peintre qui va avoir des nuances et des couleurs possibles pour pouvoir aller mettre du détail, des petites subtilités qui vont faire la différence entre un jeu qui va être assez linéaire, direct, grossier on va dire, et puis plus de nuances, de la dentelle, des choses plus fines dans l'interprétation. Et c'est là le plaisir. Mais donc c'est se nourrir également de ce qui se passe autour de soi, et pas que soi, ou que juste donc, le personnage focus. Voilà. Enfin ça c'est un petit peu mon approche. Mais je crois que ça rejoint tout ce qui s'est dit. Merci beaucoup. Après, moi, un jour, j'ai doublé un poney. Et je vous avoue que du coup, pour me mettre dans la peau du personnage, effectivement, il fallait de l'imagination. Ouais, et ça t'est jamais arrivé, parce que toi, tu as parlé de sortir après des émotions de ton personnage. Ça t'est jamais arrivé, à vous aussi, d'être tellement dans l'émotion, t'as tellement bossé ton personnage que t'as du mal à ressortir même après ta séance? Ouais, par exemple, moi... La semaine dernière, non, il y a 2 semaines. Ça
Ça arrive tous les jours. Le truc qui a rien à voir. Je faisais mes courses et j'ai pleuré en prenant une boîte de céréales. Non. Je sais que par exemple, la semaine dernière, non, c'était il y a 2 semaines, je sais plus, j'ai doublé un super film. Je sais pas si vous connaissez Leila et ses frères, si vous avez entendu parler de ce film iranien, mais un bijou quoi. Et on a fait ça la semaine dernière, il y a 10 jours, et il y a des moments hyper émouvants. Et c'est vrai que là, enfin, je sais pas s'il y en a qui ont vu le film. Déjà, il faut vraiment voir ce film, c'est super beau. Et je faisais un des persos principaux, et il y avait une scène comme ça, la scène de fin, pour ceux qui l'ont vu, est incroyable. Et là, ça mettait vraiment dans un truc. Je l'ai regardé une fois, et je me dis, est-ce que tu veux y aller? Je crois que je veux bien la regarder une deuxième fois, parce que je ferai pas la prise 10 fois, quoi. Et du coup, j'ai pris le temps de la regarder 2 fois, mais c'est quand même un long plan de séquence qui dure, je sais pas, 6 minutes, c'est quand même assez costaud. Ça coupe pas, et du coup, là, voilà, on y allait d'une traite, quoi, et je suis sorti de là, j'étais vraiment comme ça. Et heureusement, la prise était bonne, parce que voilà, on aurait dû faire une pause sinon. Mais voilà, Leila et ses frères, très bon film. Moi, ça m'arrive jamais de rester bloqué dans le truc. Par contre, ça m'arrive après, au quotidien, de m'entendre des fois parler et de me dire oh, ça ressemble à tel personnage que j'ai fait ou quoi. La seule fois, à la limite, où ça peut être un peu plus dur, c'est les films d'horreur. Quand j'ai doublé toute la journée un film d'horreur ou un truc comme ça et que j'ai dû hurler, imaginer qu'on me court après, que c'est horrible, que je vais mourir, que c'est la catastrophe, et bah après quand je rentre chez moi, je me dis bon bah et même mon corps en fait, comme mes cordes vocales et tout, j'ai fait que de hurler, mon corps me dit bon bah c'était un peu la galère aujourd'hui quand même. Et voilà, mais sinon de manière générale, pour l'instant c'est cool. Ça me le fait pas, je touche du bois parce que c'est horrible si on reste quand même coincé dans le poney. Il nous reste du temps pour une dernière question. Et c'est pour qui? J'aime bien, ils se regardent tous, les yeux dans les yeux et tout. Ils se disent, c'est pour moi, non, attends, sinon je vais gêner la personne si je pose. Sinon ça va être moi, hein. Ah, super, impeccable. Ouais. Juste là, Salim, juste devant toi, voilà. Attention à la caméra, super. Ton prénom et ta question, s'il te plaît. Je m'appelle Kirsten. Je voulais demander si Adeline a déjà doublé Zelda Tears of Kingdom qui va sortir bientôt. Attention, je crois que Ganon arrive par là-bas. Regardez tous de l'autre côté. Bah, je m'en vais, je peux pas répondre à cette question. À présent, cette conférence touche à sa fin. Merci à vous 5 d'avoir participé sur cette première partie de conférence, la suite demain. Alors les amis, je vous prie d'applaudir simultanément Carole Bayen, Olivier Prémel, Lila Lacombe, Enzo Razzito et Adeline Chetaille, s'il vous plaît. On va prendre une belle photo de famille.